Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver après cette longue pause estivale et je devrais pouvoir cette année, bonne nouvelle, vous proposer des podcasts un petit peu plus régulièrement. C'est vrai que c'est le format idéal pour moi, c'est super sympa à créer, c'est beaucoup plus libre que l'écrit et puis moins technique que la vidéo qui est pas du tout mon domaine, hein. Et puis vous êtes assez nombreux de votre côté à me dire que c'est aussi agréable à écouter, donc ça me fait très plaisir évidemment. Pour certains d'entre vous, c'est la rentrée, des cours de yoga qui se profilent. Et que vous soyez du côté de l'enseignant ou de l'élève, vous vous êtes peut-être déjà questionné sur la place de la méditation dans les cours de yoga. Ça va être notre sujet aujourd'hui, c'est quelque chose qui revient assez régulièrement. En tout cas, moi j'ai choisi d'aborder ce sujet parce que je ne donne plus de cours de yoga en collectif, en présentiel, mais je propose une formation en ligne à la méditation, même si ce mot méditation, il signifie pas grand-chose, il a le mérite d'être à peu près compris de tous. Enfin, le deal est assez clair, ça veut dire pas de posture acrobatique, pas de pranayama élaboré, voilà. Et tout le monde s'accorde à peu près là-dessus. Bref, la principale difficulté dont les élèves me font part dans cette formation, c'est même pas quelque chose au niveau technique, c'est la difficulté à accorder une place à cette pratique plus immobile, moins divertissante d'une certaine manière, dans les cours ou même dans les séances de yoga qu'on va pouvoir faire chez soi. Donc évidemment, le titre, il est un petit peu provocateur dans le sens où il laisse penser qu'on va séparer yoga, qui serait donc une pratique physique uniquement, hein, et pratique dite méditative. Bon, si vous me connaissez, vous savez que c'est pas du tout mon cas et que je cherche à présenter les techniques du hatha yoga dans toute leur diversité, dans leur richesse, non pas pour inciter les enseignants et les pratiquants de yoga à tout utiliser, mais simplement pour savoir ce dont on parle quand on évoque le hatha yoga et ensuite pour que chacun soit à même d'essayer, de choisir la voie d'accès vers la connaissance intime de soi qui va lui convenir le mieux. Même en y consacrant tout son temps, hein, même en étant un ascète, je pense qu'il est impossible de pratiquer toutes les techniques, toutes les postures, tous les exercices de pranayama ou de concentration. Et c'est pas du tout l'objectif. Mais bon, voilà, c'est une préoccupation qui revient souvent, dont vous me faites part, en disant je me sens un petit peu noyée dans cette diversité de pratiques. Je sais pas ce qu'il est indispensable de pratiquer. Donc voilà, il n'a jamais été question de tout faire en permanence, bien évidemment. Quoique ça m'est arrivé quand même de voir un enseignant de yoga qui s'appliquait à bien faire 80 postures par cours de yoga. Mais voilà, c'est encore une autre histoire. Donc cette diversité, elle existe pour que chacun puisse trouver la voie d'accès la plus aisée pour lui. Encore une fois, le podcast, c'est une invitation à plonger au cœur du yoga, d'où le nom, hein, pour explorer la variété des techniques proposées, tout en cherchant le cap vers lequel vont pointer toutes ces techniques, comme des panneaux d'indication d'une certaine manière. Donc comme d'habitude, je le précise, mon but n'est pas de vous dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Je trouve qu'il y a énormément de gens qui font ça en disant ça c'est bien, ça c'est pas bien, c'est extrêmement manichéen. Donc là, c'est pas du tout l'ambiance. Le but, c'est plutôt de donner des outils à chacun, de donner quelques éléments qui pourront nourrir votre réflexion pour que vous soyez enseignant, élève ou pratiquant solitaire ou même curieux hein, qui passez par là en vous demandant ce qu'est la méditation, eh bien vous ayez les clés qui permettent de prendre vos propres décisions et de construire la pratique qui vous convient. Non pas en vous basant sur les dogmes qui seraient édictés par une autorité supérieure, mais en comprenant plutôt les grands principes sur lesquels sont basées les techniques qui sont proposées dans le cadre du yoga. Voilà, donc la première grande question, et elle est légitime et ça on me l'a posé déjà, c'est pourquoi on sortirait des cours qui sont 100% posture, asana? Parce qu'après tout, c'est vrai, on a cette image en Occident d'un yoga postural. Est-ce qu'on est vraiment obligé de sortir de ça? Très souvent, on voit des cours de yoga qui se limitent à un enchaînement de postures et pourtant, tous les profs de yoga, presque, sont d'accord pour dire que c'est pas ça l'essentiel, que le yoga, c'est plutôt une disposition d'esprit, c'est une attitude, une philosophie ou un art de vivre, enfin appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas que c'est quelque chose qui va dépasser la posture et qui ne concerne pas que le corps. Ensuite, quand on lit les textes traditionnels du yoga, je ne sais pas si vous vous êtes déjà prêté à cet exercice, mais très souvent, ce qui est mis en avant, c'est la pratique de la concentration ou de ce qu'on appelle méditation. On reviendra sur ces termes plus tard, hein. Mais en tout cas, ce n'est pas le niveau acrobatique ou esthétique des postures qui sera privilégié. Et pourtant, aujourd'hui, l'image du yoga en Occident, c'est bien ça.
En plus, je dis en Occident, mais j'ai pu assister à des cours de yoga en Inde où c'est exactement la même chose, où on va avoir des cours qui vont être vraiment très axés sur le corps, sur même la notion de performance et d'aller au bout de ses limites dans la posture. Bref, aujourd'hui, l'image du yoga, en tout cas pour le grand public, c'est vraiment ça, c'est vraiment la posture, le côté un peu acrobatique, parce que la posture aussi, elle est visible. Si on prend en photo ou en vidéo des gens qui pratiquent la méditation, le pranayama, c'est quand même, voilà, c'est pas très extraordinaire, c'est pas très visuel. Et puis il y a aussi le fait que beaucoup de gens assimilent le yoga un peu à la rééducation, au pilates, à une activité physique et sportive. Donc les gens ont besoin de faire quelque chose et si on propose trop de phases méditatives dans les cours de yoga, ça peut amener un sentiment d'ennui, d'impatience. En tout cas, des élèves qui disent, et ça m'est arrivé, c'est pour ça que j'en parle, qui disent nous, on n'est pas là pour ça. Donc bon, dans ce cas précis, moi, je pense qu'il est important de clarifier, hein, de toute façon, quand on commence à enseigner. Les premières années, c'est pas forcément très clair, même pour soi. Et on n'a pas forcément affiné en fonction des publics qu'on allait rencontrer, en fonction de leurs attentes, de ce qu'il était important pour nous de transmettre. Mais faire un genre de contrat, bon, pas forcément quelque chose de gravé dans le marbre, signé de notre sang, bien sûr, mais faire une forme de contrat avec nos élèves, ça permet de ne pas avoir de surprise ni d'un côté ni de l'autre en disant, bon, bah, moi, ce que je vais enseigner, ça va être quelque chose comme ça. Et on va pas, cultiver uniquement la dimension posturale, on va aussi chercher à faire un travail sur l'immobilité, sur l'intériorité et si vous n'êtes pas, emballé par ce genre de proposition et ben, je vous invite à aller plutôt trouver un cours, physique qui sera axé sur la posture. En tout cas, voilà, c'est quelque chose qui a résolu, énormément de malentendus quand j'ai été capable de faire ça, de proposer très très rapidement l'ambiance, on va dire, de mon enseignement et de rediriger ensuite les personnes vers les cours de yoga les plus appropriés pour elles. Bref, pourquoi sortir de l'asana? Parce qu'après tout, on n'est pas obligé de suivre les textes, hein. C'est comme jouer de la musique dans une seule gamme ou peindre avec un seul camailleux de couleurs. On va se priver d'outils qui nous auraient peut-être mieux convenu. Moi, c'est comme ça que je vois l'utilité d'aller au-delà de la posture dans des séances de yoga, qu'elles soient personnelles ou pour enseigner. Je pense que le rôle de l'enseignant, il est là, dans une discipline. C'est de montrer aux élèves une large palette de possibilités et de les inviter à développer ensuite leur propre art. Il n'y a aucune obligation à proposer de la méditation, bien sûr, hein, chacun sa sensibilité, mais on est en train d'élargir la palette des... On élargit le champ des possibles, voilà, si on fait ça. Je me rends compte d'ailleurs qu'en vous disant ça, bon ben moi je l'applique à la peinture, à la musique parce que c'est des activités que je pratique, mais en fait ça s'applique à n'importe quoi. Et puis ça peut s'appliquer à la limite à n'importe quelle technique proposée dans le cadre du yoga. C'est valable pour ce qui sort de la posture, mais c'est valable aussi, je crois, hein, pour le pranayama, les mantras, les visualisations, tout ce que vous voulez, quelles que soient les pratiques que vous intégrez dans vos séances de yoga. Voilà, mais aujourd'hui, moi j'ai envie de vous partager mon expérience personnelle. Personnellement, j'ai aucun mal à proposer du pranayama dans les séances de yoga. C'est quelque chose qui se fait de façon assez fluide. Et puis, j'ai fait le choix de réserver l'utilisation des mantras à un cadre différent des cours collectifs. C'est pas quelque chose que je proposerais voilà, dans des séances hebdomadaires, tout public. Donc, je reviens sur ce qui m'a longtemps questionné, la proposition de temps de méditation dans les cours de yoga. Je pense que dans un premier temps, c'est important déjà de ramener de la clarté avant d'évoquer tout ça. Donc d'expliciter ce qu'on entend par méditation, parce que comme je vous disais tout à l'heure, c'est un terme que je trouve un petit peu faux. En tout cas, on met plein de choses derrière. Il y a toute une image qui est créée autour de ça, qui ne correspond pas forcément à une réalité ou qui ne correspond pas à ce qui ferait sens pour nous de transmettre ou de pratiquer. Donc c'est important d'aller démêler bah, la définition officielle de nos envies, de nos possibilités, etc. Donc on parle ici d'un état, d'une direction et pas d'une technique en particulier. Je ne suis pas en train de vous dire la méditation c'est ça, point barre, c'est quand vous fixez une flamme ou c'est quand vous vous centrez sur la respiration. Ça c'est des techniques que moi je vais appeler plutôt concentration, qui vont pouvoir favoriser l'émergence d'un état méditatif, mais ce n'est pas ce que moi j'appelle méditation. Donc il y a des pratiques qui s'apparentent à la méditation dans de nombreuses traditions religieuses. On va la voir bien évidemment chez les bouddhistes, et c'est peut-être ce qui est mis le plus en avant aujourd'hui. Donc on en a aussi chez les hindous, chez les soufis, chez les chrétiens, même si ça porte pas le même nom.
Et voilà, après moi, il y a plein de religions que je ne connais pas, donc je ne me prononce pas. Et récemment, enfin je veux dire récemment à l'échelle de l'humanité, hein, la méditation laïque a été développée. C'est intéressant de noter quand même, que cette pratique, elle est, reliée à la base à des religions. Donc il s'agit, d'une pratique, qui est d'origine spirituelle, si on peut dire ça comme ça, et qui a pour objectif de nous amener, de nous ouvrir l'accès à un état différent de ce qu'on expérimente au quotidien, de ce qui est habituel pour nous. Et cette dimension, on peut considérer qu'il s'agit d'un accès à un trésor caché en soi, ou une connexion à un être suprême hors de soi, ou une communion avec la nature par exemple. Mais c'est toujours considéré comme quelque chose de sacré, qu'il faut chérir, qui serait comme une porte ouverte sur une vérité, qui permettrait ensuite à l'humain de soulager ses peines, et de lui permettre d'avoir des éléments de réponse à cette épineuse question du sens de la vie. Je me rends compte que c'est complètement, alambiqué, très complexe comme définition, mais je pense que vous avez saisi, l'essence de ce que je voulais vous transmettre. Voilà, le but serait toujours, de faire une forme de silence pour rentrer plus profondément en soi, pour avoir un accès à une connaissance plus directe, quelque chose qui passe davantage par l'intuition que par le raisonnement, et qui ne donne peut-être pas des réponses sous forme de mots, mais qui donne, une forme d'ouverture, une forme de clarté qu'il est assez difficile, d'exprimer d'ailleurs ensuite sous forme de mots. Mais je pense que ça pourrait faire l'objet d'un autre épisode qui serait plutôt dédié aux formes de connaissance, intuition et raison. Alors évidemment, pour en arriver à ces préoccupations sur la connaissance de soi, le sens de la vie, etc., il faut bien sûr avoir un besoin viscéral de sens. C'est pas le cas de tout le monde. Donc il faut soit avoir résolu les besoins de base qui nous animent tous, comment manger, être en sécurité, nourrir des liens, etc., hein. Et puis ensuite être arrivé à l'étape suivante qui permet de se préoccuper du sens. Et puis certains, même en ayant tous les besoins fondamentaux satisfaits, pourront ne jamais se préoccuper de la question du sens. Donc là, ce que je dis s'adresse certainement à une minorité. Ça ne veut pas dire que les personnes qui ne se préoccupent pas de ce sens et de ces questions métaphysiques ne tireront pas de bienfaits de la pratique de la méditation. Mais disons que ça sera une pratique qui sera faite pour les effets secondaires, entre guillemets, c'est-à-dire peut-être plus de détente, plus de clarté, plus de concentration. Ça les amènera certainement au même endroit finalement, hein, à expérimenter cette ouverture, cette présence, cette clarté mentale. Mais voilà, la motivation de départ ne sera pas la même. Donc souvent, on a une confusion entre différents termes. Quand on passe par le sanskrit, il y a plein de termes qui portent des différences qui sont très fortes et qu'on traduit souvent par la même chose en français. Donc on va repasser sur ce petit lexique. Souvent, on voit le terme de dharana. Donc dharana, c'est concentration. La concentration, c'est quelque chose qui est volontaire. Je fais un effort pour me concentrer sur quelque chose d'extérieur. Et quand je propose une technique, par exemple se centrer sur la flamme d'une bougie, bah là c'est une concentration parce que je choisis délibérément de placer mon attention sur ce support à l'exclusion de tous les autres. Voilà. Ensuite, il y a le terme qu'on appelle dhyana, qui est difficile à traduire, mais qu'on pourrait traduire par état méditatif. L'état méditatif, c'est un état, c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir amener à la force de notre volonté. Ça pourra être une résultante de la pratique de concentration, de dharana par exemple, hein. Mais ça peut aussi arriver plus spontanément. Ensuite, il y a la relaxation, donc ça c'est autre chose, ça c'est un relâchement total. La relaxation, c'est à la fois un préalable à la méditation, à la concentration, parce que c'est difficile de se concentrer quand on est trop tendu. Et c'est difficile, je pense même impossible, d'accéder à l'état méditatif quand on est submergé par les tensions. Et puis c'est quelque chose qui va venir aussi de la pratique. Plus on va être en capacité de pratiquer la concentration, plus on va expérimenter une forme de détente qui va venir d'une clarté finalement. On voit bien quand on est en multitâche, quand on a l'esprit qui est happé par plein de stimuli, par des personnes, par des choses qu'on voit, etc., on n'expérimente pas du tout la tranquillité. Et à l'inverse, quand on centre l'attention sur une seule chose, on se sent beaucoup plus ancré, beaucoup plus stable, beaucoup plus apaisé. Bon ben voilà, ça va être aussi un des effets de la pratique.
Après, il y a quelque chose dans le langage courant qu'on traduit parfois par méditation, alors que ça s'éloigne assez du sens, en tout cas dans le cadre du yoga, c'est réfléchir sur un sujet. Donc là, à l'inverse, on va mobiliser pleinement sa réflexion. Ça sera cogiter plus que méditer au sens où on l'entend ici, même si dans le langage courant, quand on dit méditer sur un sujet, ça peut parfois signifier réfléchir sur le sujet. Donc là, voilà, ça peut aussi amener une certaine confusion avec tous ces termes. Donc l'équilibre qui permet d'aller vers dhyana, l'état méditatif, il va se situer à mi-chemin entre la détente, donc qui est un préalable comme on l'a vu, mais qui n'est pas suffisant à l'état méditatif, et puis à mi-chemin aussi avec l'effort de concentration qui sera développé dans dharana, la pratique de concentration. Je déteste citer les Yoga Sutras, la Bhagavad Gita, parce qu'on n'a que ça partout, mais là, voilà, ça tombe bien. Dans les Yoga Sutras, on a quand même cette combinaison de deux ingrédients qui est énoncée hein, pour atteindre ce qu'on appelle l'état de yoga, qui ressemble assez à notre définition de l'état méditatif, ou en tout cas à l'une des marches qui permet d'y accéder. Eh bien, le pratiquant va chercher à développer abhyasa, la répétition, l'habitude, quelque chose qui va revenir régulièrement. Et puis vairagya, qu'on va traduire souvent par détachement. Moi, ce que je trouve assez peu satisfaisant comme traduction, hein, vu le poids qu'on va mettre en français derrière ce mot, mais bon, ça transmet assez bien l'idée. L'idée donc qui est de fournir un effort suffisant et constant, de s'appliquer à conserver un certain niveau de présence, plus qu'un effort, hein, tout en étant assez détendu quant au résultat. C'est l'inverse par exemple d'une personne qui va mener une vie parfaitement inconsciente, qui va se laisser happer par tous les objets extérieurs, et puis qui va pratiquer le hatha yoga 1 heure par semaine, et puis qui va être obnubilé par l'objectif, je sais pas moi, de savoir faire le grand écart par exemple, je dis n'importe quoi. Alors là, on n'a pas abhyasa, puisque la pratique n'est pas constante, hein, elle est quand même très limitée, c'est 1 heure par semaine. Il n'y a pas cet état du yoga qui est cultivé en permanence, il n'y a pas une recherche de présence à soi et au monde et de recul en permanence, donc pas d'abhyasa. Et puis il n'y a pas non plus vairagya, puisque on est dans l'attente, dans l'attachement, dans la saisie. Donc conjuguer abhyasa et vairagya, c'est comme créer un cadre, si vous voulez, un cadre précis qu'on va respecter, et notre seul objectif sera de se conformer à ce cadre. Tant qu'on est dans le cadre, on sait qu'on va dans la bonne direction. Et c'est cette certitude, même si elle est assez relative, elle est rassurante. Étant rassuré, on n'a plus besoin de s'attacher à un résultat. Et c'est assez proche de la tendance moderne, surtout dans les milieux de l'entrepreneuriat, de l'efficacité, etc., qui dit centrez-vous sur les systèmes et non sur les buts. Voilà, ça serait une façon moderne de dire ça. Si le système il est bon, et qu'on s'y conforme durant un temps suffisant, avec persévérance, eh ben, il va nous amener inéluctablement vers le but. Donc c'est une recherche d'équilibre entre les tendances qui sont en apparence opposées et qu'on va tenter de faire cohabiter pour produire un état mental particulier. Le but, c'est pas du tout d'arrêter de penser, hein. Alors c'est parfois ce qui se passe, vous sentez quand vous faites une pratique assez longue ou que vous êtes simplement dans de bonnes dispositions, et ben il y a beaucoup moins de pensées ou parfois même ça s'arrête complètement. Mais cet arrêt de la pensée, c'est pas quelque chose qu'on va faire par la force. C'est pas voilà, c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir provoquer de toute façon. Donc le fait de proposer des temps de concentration slash méditation, vous appelez ça un petit peu comme vous voulez, dans vos séances personnelles ou dans vos cours de yoga, ça va donner une dimension complètement différente à vos cours quand vous sensibilisez vos élèves à la pratique méditative ou quand c'est quelque chose que vous intégrez, vous, dans vos séances, hein. On retrouve un peu cette même tendance, que ce soit dans les cours ou dans la pratique personnelle, c'est que beaucoup de pratiquants réalisent avec facilité asana, voire pranayama, mais quand il s'agit de prendre un temps d'assise immobile, là c'est plus difficile. Il y a tout de suite l'ennui qui arrive, la sensation de ne pas savoir quoi faire, de mal faire, que ça sert à rien. Il y a pas mal d'obstacles qui viennent entraver toutes les bonnes résolutions. Et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup se tournent vers des applications de méditation pour être guidés, pour avoir un temps précis sur lequel pratiquer. Moi, personnellement, je suis pas très fan de tout ça parce que je trouve que ça coupe du ressenti. Alors, c'est mieux que rien,
Mais la personne qui va vous guider dans la méditation, elle n'est pas, à côté de vous et elle n'est pas dans votre tête. Donc en fonction des jours, vous n'avez pas forcément les mêmes besoins, les mêmes capacités. Parfois, vous avez envie, que la personne s'arrête de parler pour justement savourer cet état qui commence à arriver. Donc voilà, moi, c'est pas quelque chose que je trouve, très intéressant. Ça a simplement le mérite peut-être de faire découvrir, de mettre en place une habitude. De temps en temps, je veux dire, quand on a la flemme de se guider soi-même, ça peut certainement dépanner. Mais voilà, je vois pas un intérêt supplémentaire à toutes ces plateformes. Donc le but, c'est pas seulement d'attendre et de passer un moment un peu sympa, c'est vraiment d'aller plonger en soi, d'aller trouver cette intimité avec soi-même qui, je trouve, devient difficile à expérimenter au quotidien. Donc ça va changer la dynamique de la séance ou du cours, parce que quand les élèves auront appris à faire ça, ou quand vous serez appris à faire ça, ils seront capables d'intégrer cette présence, cette conscience d'eux-mêmes dans les pratiques posturales ou dans les temps de pranayama. Donc ça va donner une dimension vraiment plus profonde, assez différente, une teinte plus intériorisée. Ils seront aussi capables de prendre ces temps d'observation entre les pratiques. Parce qu'on sait bien hein, que tout ce qui se passe d'intéressant, ça fait suite aux pratiques, ça ne se passe pas pendant. On sait bien que quand on pratique une posture, en général, on est en pure concentration finalement. Et puis c'est après, dans la phase de relâchement, d'observation, d'intériorité, où là, on va vraiment ressentir quelque chose qui va amener une ouverture, une prise de conscience, ou quelque chose d'un petit peu différent. Là, on a balayé assez rapidement ce qu'était la méditation, quels pouvaient être les objectifs. Et puis, si vous enseignez, ce qui est intéressant, en fait, c'est d'être en mesure de l'expliquer à vos élèves. Donc, pas forcément, même pas du tout, avec les mots que moi j'ai utilisés, mais avec des mots qui vous parlent et des mots qui vont leur parler à eux. Et si vous n'enseignez pas, mais que vous avez envie de développer une pratique personnelle, c'est pareil, ça serait intéressant de clarifier pour vous qu'est-ce que c'est. C'est très important pour amener une clarté. Ça sera nécessaire ensuite pour décider est-ce que je vais passer mon temps à ça. Sinon, on peut vite avoir l'impression de tourner en rond, de faire quelque chose d'inutile ou de s'ennuyer. On peut dire par exemple, c'est vraiment que des exemples, hein, c'est pas du tout pour vous inciter à définir les pratiques avec ces termes, mais ça pourrait être adopter l'attitude du témoin ou du spectateur. Le but, ça pourrait être aussi de réduire la réactivité, d'observer intimement nos fonctionnements mentaux. Ça pourrait être d'atteindre l'éveil hein, comme objectif ultime si vous, ça vous parle, ou au moins un état dans lequel on serait plus heureux, plus équanime. Ça, c'est l'option yogi ou option bouddhiste, un état où on est un petit peu moins malheureux. Bon, je caricature et je me moque gentiment des bouddhistes, mais bon, je suis pas très très loin de la vérité. Donc le plan, hein, c'est pas de refouler, c'est d'observer et de ressentir profondément ce que ça va créer chez moi. Mais ça ne m'empêche pas d'agir. Je suis pas en train de devenir un légume non pensant. Je suis simplement dans une intimité avec moi-même, dans une proximité, on va dire, avec mes fonctionnements mentaux et les contenus mentaux et les émotions, évidemment. Le but, c'est de mettre davantage de conscience pour retrouver son pouvoir. En sanskrit, le terme pouvoir, c'est shak. C'est d'ailleurs ce qui a ensuite donné le terme de shakti qu'on connaît assez bien dans le milieu du yoga. Pouvoir dans le sens de capacité. Et puis quand on va allier une conscience qui est accrue et une capacité qui est accrue également, on va aller de plus en plus vers ces états de connaissance, des états d'intériorité. Le but finalement, c'est de gagner en liberté. À notre niveau, récupérer son pouvoir, c'est quoi? C'est récupérer une forme de liberté. On est souvent soumis à nos réactions, aux caprices de notre mental, au conditionnement, au traumatisme, à ce que vous voulez. Là, c'est vrai que je peins un portrait qui est pas terrible, mais on peut aussi être soumis à des choses très positives, hein. Bref, la méditation, elle va pas faire disparaître tout ça. Elle va simplement permettre de voir, de détendre ce qui s'est resserré en nous, comme un outil simplement voilà, pour desserrer un nœud. Donc il faut ensuite faire une action pour le desserrer, si on veut, hein. Mais plus il sera lâche, plus il sera facile à desserrer si on le décide.
Le but de cette capacité, c'est voir profondément, et c'est d'ailleurs c'est le sens du terme vipassana, hein, qui est bien connu. Ça veut dire vision pénétrante. C'est le type de méditation qui est un peu hardcore, j'aurais tendance à dire. Donc 10 jours souvent très intensifs avec des retraites exigeantes mais transformatrices. Le but, c'est toujours la libération de cette tyrannie mentale de toute façon, quelle que soit la technique qui est proposée. Donc c'est une forme de récupération de notre pouvoir, de notre liberté. Ça ne signifie pas que le mental va mourir complètement. La proposition est simplement d'avoir une conscience plus complète des processus qui s'enchaînent et donc une meilleure capacité à voir ce qui nous conditionne et à faire des choix qui sont éclairés. On a vu, on ne peut pas forcer l'état méditatif, mais on peut installer un contexte favorable pour l'émergence de l'état méditatif. Donc on va préparer le corps très souvent, parce que je ne sais pas si vous avez essayé de rester assis en tailleur pendant une demi-heure, mais c'est pas évident si le corps n'est pas préparé. Ensuite, on va avoir une régulation du souffle qui va, pareil, amener davantage d'aisance. Trouver une posture confortable, développer une confiance dans les enseignements, c'est important. Parce que si vous essayez de suivre un dogme, quelque chose auquel vous ne croyez pas, où il y a trop de doutes, c'est pareil, ça va vous emmener nulle part. Et puis ensuite, on va faire un travail sur la concentration. Ensuite, si on a de la chance, on va percevoir quelques secondes de cet état. Et de fois en fois, ces quelques secondes vont s'allonger. C'est complètement l'attitude du photographe qui va observer des oiseaux. Parfois, il va attendre pendant des heures pour pouvoir les observer une seconde. Et parfois, il n'y a pas d'oiseaux qui vont venir, pas du tout. Et puis, il y a des fois, il y aura plein d'oiseaux à observer. Mais dans tous les cas, il va continuer. Il va continuer à observer quand il sait que les conditions météo sont favorables ou que c'est le bon moment de l'année pour observer ces oiseaux en particulier. Il va continuer. Et il va continuer d'observer. Et voilà, parfois il sera déçu, parfois il trouvera ce qu'il recherchait. Si ce photographe il continue à aller se mettre en poste pour observer les oiseaux, même s'il sait que les oiseaux ne vont pas venir à chaque fois, c'est qu'il a trouvé quelque chose d'agréable dans le processus. C'est qu'il n'est pas centré uniquement sur le résultat. Bien sûr, ce qui le motive au final, c'est d'avoir ses photos. Mais ça veut dire qu'il est quand même OK avec le fait d'attendre pendant 8 heures que les oiseaux y débarquent, hein. S'il détestait ça, il trouverait une autre manière de le faire. Il ferait des mises en scène, il ferait je ne sais quoi, mais peut-être qu'il ne serait pas en embuscade pendant des journées entières pour prendre ses photos. Pour la pratique de la méditation, c'est pareil. On va pas passer 50 ans à guetter un instant de samadhi si on déteste le processus. Donc la première étape, c'est de trouver du plaisir dans ce qu'on fait pour avoir envie d'essayer un certain nombre de fois. Parce qu'il va falloir, bon, sauf gros coup de chance, un certain nombre de fois pour commencer à sentir quelque chose d'agréable. Et c'est qu'à ce prix qu'on pourra photographier l'oiseau rare ou simplement atteindre quelques instants de conscience, de présence complète. Et ça revient sur ce qu'on disait au tout début de cet épisode, c'est que la diversité des pratiques, elle est là pour permettre à chacun de trouver ce qui est agréable pour lui, de trouver un chemin qui soit sympa à parcourir, qui soit pas simplement fait de souffrance dans le but d'atteindre un objectif qui est un petit peu utopique, pas très clair. Et puis si vous donnez des cours, je crois que c'est important d'expliquer rapidement le processus parce que les élèves sont bombardés d'informations sur la méditation qui sont souvent assez superficielles. Je dis pas ça dans un sens négatif, enfin, c'est superficiel dans le sens où ça reste très très basique et où ça permet pas d'avoir une image complète de ce qu'est la pratique. C'est pas pour dénigrer hein, ces infos qui sont utiles aussi parce qu'elles permettent de familiariser avec certains termes. Et puis certaines infos sont contradictoires aussi. Donc ça va être le rôle du prof de dépasser tous les lieux communs, de faire le ménage, d'aller au-delà de ce que tout le monde répète pour rentrer plus en profondeur dans le sujet et pouvoir répondre aux interrogations. Voilà, j'espère que ce petit podcast de rentrée vous aura trouvé au bon moment. Et puis peut-être qu'il vous aura donné envie de pratiquer davantage ce que l'on peut appeler un petit peu comme on veut, concentration, contemplation, intériorité, présence, voilà, vous mettez vos termes derrière. On peut l'appeler méditation aussi, même si on a vu que c'est pas forcément le terme le plus approprié. Si on devait résumer en quelques points clés, je dirais que trouver de la joie et du sens dans le processus, c'est vraiment ça qui est le plus important.
La joie, c'est plus facile, je pense, parce que vous pouvez choisir pour démarrer de faire uniquement les techniques qui vous plaisent, ou vous pouvez installer une ambiance qui vous inspire, vous pouvez jouer sur différents paramètres pour aller trouver quelque chose d'agréable. Le sens, en revanche, c'est beaucoup plus difficile. Quand on débute le yoga et qu'on nous explique que le but ultime, c'est l'éveil, franchement, ça nous parle pas forcément. Moi, perso, ça m'a pas trop parlé. Donc ça, c'est le but affiché des enseignements et des textes. Mais vous, qu'est-ce qui dicte votre motivation? Qu'est-ce qui génère votre envie personnelle? Comme beaucoup d'entre vous, moi j'ai débuté le yoga parce que j'étais hyper stressée et hyper tendue. Et j'ai ensuite trouvé du sens et de l'apaisement. C'est ce qui m'a donné envie d'explorer davantage mes fonctionnements, que ce soit au niveau corporel ou au niveau mental. Et puis la philosophie m'a intéressée et de fil en aiguille, mes objectifs, ils ont changé. Et aujourd'hui, le but, il est encore différent. Donc gardez en tête que votre cap, il peut être rectifié, il peut être affiné au fil du temps. Et le plus important, c'est que ce soit vous qui l'ayez fixé. Il n'y a pas de hiérarchie dans les buts en disant, voilà, moi, mon but, c'est d'atteindre samadhi, donc ça vaut plus que toi si ton but, c'est juste de te détendre. Voilà pour le petit mot de la fin. Eh bien, je vous souhaite une bonne rentrée ou une bonne non-rentrée et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.